tous. Donc je suis Sylvie Benzoni, la directrice de l'Institut Henri Poincaré, où vous vous trouvez actuellement. Et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cet après-midi assez exceptionnel. Vous allez avoir en deux temps, d'abord la projection d'un film sur l'un des physiciens du XXe et un peu du XXIe siècle les plus célèbres, dont la vie a été extraordinaire à plusieurs titres. Et ensuite, vous aurez une conférence de Patrick Peter qui a connu ce physicien, qui a travaillé avec lui, et donc il vous parlera de son domaine, la cosmologie. Et en fait, Stephen Hawking a vécu encore pas mal d'années, puisqu'il est décédé seulement cette année, le 14 mars 2018. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire des choses. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que l'Institut Henri Poincaré s'est donné pour mission de faire aimer les sciences, et en particulier les mathématiques et la physique. Et la cosmologie est particulièrement une science à la frontière entre les deux disciplines. Donc voilà, j'espère que ce genre d'après-midi peut vous y aider, même si c'est assez exigeant, j'imagine, à suivre. Si vous voulez voir un film un peu plus fun, entre guillemets, sur Stephen Hawking, il y en a un qui a été tourné plus récemment, qui est une fiction. Donc celui-ci, c'était un documentaire où vous pouvez voir Hawking et sa famille, notamment sa mère. Je trouve que sa mère est un personnage très, très attachant. Et voilà, donc maintenant, sans pause, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour écouter. Nous allons écouter donc Patrick Peter, qui est physicien, cosmologiste, astrophysicien. Comment tu préfères qu'on dise, Patrick? Tout ça à la fois. Physicien. Hein. Donc physicien, alors il vous propose un exposé au titre, comment dire, un petit peu compliqué, du rayonnement de Hawking aux fluctuations dans le vide quantique en cosmologie. Et donc j'espère qu'il va nous expliquer tous ces mots du titre et nous faire rêver avec l'univers. À toi, Patrick. Je pense qu'il faut que je prenne un micro ou pas, peut-être. Oui, c'est mieux pour enregistrer. D'accord. Et du coup, si vous voulez poser des questions en cours de route... Oui, alors, si j'ai bien compris, il y a des gens de différents niveaux ici. Donc, j'ai essayé d'ajuster un petit peu ce que j'allais présenter à tous les niveaux possibles. N'hésitez surtout pas à m'interrompre, à me poser des questions, tout en restant correct, évidemment, sinon ça risque de mal se passer. Et puis voilà. Donc, donc c'est une tâche essentiellement impossible qu'on m'a demandé de réaliser aujourd'hui. Donc je suis supposé vous parler du rayonnement de Hawking. Alors je suis quand même content qu'il y ait eu ce film juste avant, parce que vous avez vu un petit peu 2-3 choses sur Stephen Hawking. Vous avez pu voir notamment que Sylvie vous a dit que j'avais eu la chance de travailler avec lui dans les années 90. C'est une chance parce qu'effectivement c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant, mais c'est certaines fois pas très facile, comme vous avez pu le voir. Vous avez pu voir qu'il est en fauteuil roulant. Alors, et surtout, plus qu'en fauteuil roulant, c'est surtout quelqu'un qui ne pouvait pas communiquer autrement qu'avec un ordinateur. Et quand vous le voyez bouger la main comme ça, vous voyez l'écran, en gros, il produisait les mots les uns après les autres, et c'était pas vraiment rapide, on va dire. Donc il fallait vraiment que les conversations durent une bonne heure pour arriver à dire quoi que ce soit de relativement intéressant. Bon. Mais bref, je suis pas là pour raconter mes souvenirs qui n'ont pas vraiment un très grand intérêt. Je suis plus là pour vous parler, donc... Ça marche pas, ça? Ah oui, si je l'allume, ça marchera mieux. Voilà. Je suis plus là donc pour vous parler d'abord du rayonnement de Hawking et ensuite de la cosmologie. Alors bon, moi, je fais de la physique théorique essentiellement basée sur la cosmologie, donc j'insisterai dans une deuxième partie sur la cosmologie, mais je vais commencer d'abord par le rayonnement de Hawking, parce qu'on vient de voir un exposé sur Stephen Hawking, enfin un film sur Stephen, et en plus parce que les deux sont très liés. Comme vous avez vu, Stephen Hawking s'est aussi intéressé à la cosmologie. Et alors, le rayonnement de Hawking, comme vous l'avez vu, c'est les trous noirs, c'est basé vraiment toute la question des trous noirs. Je vais réexpliquer en quelque sorte un petit peu ce que vous avez eu dans le film, mais je vais le réexpliquer déjà en français, ce qui pourra peut-être simplifier certaines choses, et puis surtout, comme vous aurez quelqu'un en face de vous pour poser des questions, si jamais j'explique pas bien, je peux toujours reformuler différemment jusqu'à ce que vous compreniez, ou au moins ce que moi-même j'ai réussi à comprendre. Alors,
La problématique de la chose, donc, c'est que le trou noir, comme vous avez vu, c'est la relativité générale, et quant au rayonnement de Hawking, c'est la mécanique quantique. Donc, alors ça, c'est simple, c'est les deux théories qui sont à peu près les plus compliquées qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle, au niveau physique et mathématique. Donc, pour vulgariser tout ça et rendre les choses claires et compréhensibles, c'est pas évident. Alors, j'ai quand même de la chance, parce que vous connaissez peut-être le livre de Stephen Hawking qui s'intitule « Une brève histoire du temps », dont je vous recommande la lecture, tout en sachant qu'il faut s'accrocher, c'est pas évident. Je l'ai lu moi-même il y a une dizaine d'années et j'ai trouvé ça très intéressant à lire et j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'imagine que quand on n'est pas un physicien théoricien soi-même, on doit aussi apprendre des choses et ça doit prendre plus de temps à lire. Alors voilà, on a quand même la chance que... alors je crois que c'est un livre, ce livre a été traduit en français. C'est possible. Stephen Hawking a écrit a fait une série d'interviews à la BBC qui a donné lieu à un livre illustré. Donc, d'ailleurs, l'image qui est là est extraite de ce livre. Donc, ce livre est donc illustré avec des notes et il y a tout un tas de dessins, d'explications. Et donc, je me suis permis d'utiliser un certain nombre de ces illustrations pour vous donner des explications. Mais donc, comme je vous dis, ce livre est traduit en français et pour ce que j'ai pu en lire en anglais, il est remarquablement écrit et donc c'est très très clair. Un autre livre qui est aussi très très clair, c'est un livre de Kip Thorne. Je crois que Kip Thorne apparaissait dans l'exposé, mais je suis plus sûr. Oui, c'est possible. Et alors, il a écrit ce livre-là. Donc, du coup, il y a aussi une préface de Stephen Hawking maintenant. Alors là, c'est un livre un peu plus gros qui raconte tout ce qu'on sait sur les trous noirs, qui en plus raconte l'histoire de la science, même l'histoire des astrophysiciens, avec tout ce qui se passait pendant la guerre froide entre les astrophysiciens russes soviétiques et les astrophysiciens américains. Enfin, il y a tout un tas de souvenirs là-dedans. En plus, c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, je bouge maintenant, je m'attaque vraiment alors à la question du rayonnement de Hawking. Alors le rayonnement de Hawking, ça date de 1973. Donc je vous donne ici la référence. Le premier papier, l'article apparaissait d'ailleurs aussi dans le film, le premier papier apparaissait dans le film, et il y avait cet article qui date du 17 janvier 1974. Comme vous avez vu, les capacités motrices de Stephen Hawking vous démontrent clairement que l'idée vient donc de 1973. Et c'est ensuite, alors c'est accessoirement, il cite aussi un papier qui est intéressant ici, notamment parce qu'il y a Brandon Carter dedans, que vous avez vu aussi dans le film, qui était mon directeur de thèse. Donc voilà, j'en profite pour situer les choses au passage. Il a écrit en 1975 un autre article, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, il a écrit ce papier en 1975 où il explicite un peu plus ce qu'il veut dire, vous avez tous les détails des calculs, et pour quelqu'un dont c'est le travail, lire ce genre d'article, surtout de 1975, c'est très intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'il est possible de suivre tous les calculs. Aussi, comme le dit Denis Sciama, là encore dans le film, les calculs sont très... Alors en anglais, il utilise le terme messy, je ne sais pas comment on traduit ça en français, pour le dire de façon correcte. C'est des calculs lourds, compliqués, pas agréables. Effectivement, maintenant, on est capable de faire beaucoup mieux, de présenter la même chose de façon beaucoup plus claire. Ça, c'est une constante quand vous faites de la recherche. Je ne sais pas si ça vous intéresse un jour de vous mettre à faire de la recherche, mais il faut savoir que c'est quelque chose de très frustrant. Quand on va trouver quelque chose, vous pouvez être absolument certain qu'une fois que ça aurait été bien compris, il y aura quelqu'un qui va retrouver strictement la même chose, qui va trouver le moyen de refaire exactement les mêmes calculs que vous, mais 10 fois plus vite et 10 fois plus joli. Donc c'est très agaçant de se retrouver à avoir fait des tonnes et des tonnes de gros calculs, comme c'est présenté là-dedans, pour que, donc là il doit y avoir 15 pages de calcul odieux, pour que finalement quelqu'un d'autre arrive 20 ans après pour vous dire, bah, tiens, en fait, si on fait tel petit calcul en 3 paragraphes, c'est terminé. C'est un peu agaçant. Mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, je vais arrêter l'histoire, je vais y revenir aussi petit à petit, mais maintenant je vais vous expliquer, donc vous voyez là, c'est les illustrations du bouquin, du livre de Stephen Hawking, enfin des interviews de Stephen Hawking, et donc comme je n'ai eu que la version anglaise, je continue à rester dans l'anglais auquel vous avez été déjà confronté à l'instant. Mais bon, ça ne devrait pas poser, j'imagine, de gros problèmes. Toute l'idée, donc, on va parler de trou noir. Un trou noir, c'est un objet astrophysique. Ce n'est pas juste un objet fantasmagorique, c'est un objet astrophysique. Et comme c'est un objet astrophysique, ça vient d'une étoile.
Donc, c'est pas pratique de parler avec un micro, on ne peut pas bouger. Mais... donc, vous prenez une étoile. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une étoile. Je ne devrais pas vous poser de questions parce que je n'aurai pas de réponse, visiblement, c'est pas grave. Bon, je vais partir du principe que vous ne savez pas comment fonctionne une étoile. Alors, une étoile, ça fonctionne, en gros, c'est une explosion thermonucléaire permanente. Vous voyez, un champignon atomique, mais en plus costaud. Donc, une explosion thermonucléaire permanente, que vous voyez au centre, ici, le cœur de l'étoile, n'arrête pas d'exploser. Et quand vous voyez un champignon atomique, il retombe. Il retombe parce qu'il y a la force de gravitation. En gros, c'est la même chose ici. Donc, vous avez tout ça qui explose, mais qui est tenu ensemble par la force de gravitation. C'est aussi simple que ça. Et puis c'est stable. Alors, c'est stable au sens, ça peut durer un moment. Le Soleil existe depuis 4 milliards d'années et demie, quand même, donc hein, c'est du moment qui se mesure bien. Et au bout d'un moment, c'est une explosion thermonucléaire. Donc, une explosion thermonucléaire, c'est aussi simple, c'est comme de faire marcher une voiture, il y a besoin de carburant. Vous prenez des atomes d'hydrogène, vous les tapez les uns sur les autres, vous fabriquez de l'hélium, et puis il y a un moment, il n'y a plus d'atomes d'hydrogène. Alors en général, en plus, il se passe d'autres choses avec les atomes d'hélium, on va fabriquer un certain nombre d'autres choses. Bref, il y a plusieurs étapes dans la vie d'une étoile. Mais bon, au bout d'un moment, quand ça manque de carburant, il va se passer d'autres choses. Ça va s'arrêter. Je vais y revenir un instant, mais voilà. Ça, c'est la vision générale. Donc vous avez la force de gravité ici, la pression de radiation, la pression thermique, due aux explosions thermonucléaires, et l'ensemble tient en place quelques milliards d'années. Donc c'est quand même assez stable. Alors, en général, on a l'idée de la force de gravitation en version newtonienne. La force de gravitation telle qu'on la connaît maintenant, c'est plutôt la version einsteinienne qu'il faut considérer. Alors je vous l'ai mise ici, c'est ce qu'on appelle les équations d'Einstein. Il n'est évidemment pas question que je m'amuse à rentrer dans le détail de ce que ça représente. Voyez-le plutôt du côté esthétique. Si un jour vous avez l'opportunité ou des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas, on peut en reparler. Mais bon, pour le moment, c'est juste un côté décoratif, on va dire. Pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, bon, alors vous avez peut-être déjà vu aussi ça des dizaines de fois. On ne voit pas beaucoup là-dessus, mais c'est pas grave. L'idée d'Einstein, c'est de dire que la gravitation, c'est finalement pareil que de la géométrie. C'est ce qui est reflété par cette équation ici. En réalité, vous avez la géométrie ici et la matière de l'autre côté. Et que tant que vous n'avez pas de gravitation, en gros, les choses vont en ligne droite. Si vous prenez un faisceau laser, il va en ligne droite. Et puis, donc c'est ce qui est exprimé ici. Et puis si vous mettez de la matière, le faisceau laser ne va plus en ligne droite. Il est tordu par la matière. Ou plus précisément, il continue à aller en ligne droite, mais ce sont les lignes droites qui tournent. Donc pour parler plus clairement, si vous avez déjà pris l'avion, vous avez peut-être vu dans les avions, ils montrent les trajectoires qui sont prises sur les avions, mais comme c'est sur une feuille de papier, on voit des trajectoires complètement tordues, comme ici, et on se dit, mais ils sont complètement fous, les gens, de prévoir des trajectoires comme ça, les avions volent des kilomètres et des kilomètres en plus. Non, les avions volent en ligne droite, vraiment sur la ligne la plus droite possible, sauf que la Terre est courbe. Donc la géométrie elle-même, la ligne droite n'est plus une ligne droite, mais une courbe. Alors on définit les différents types de géométrie par les lignes droites, donc comme j'ai dit, ce qu'on appelle des géodésiques, et notamment par la fabrication de triangles. Si vous fabriquez un triangle, si vous dessinez un triangle, vous savez que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Si vous êtes dans un espace courbe, la somme des angles d'un triangle, ça ne fait plus 180 degrés. Par exemple, si vous prenez sur la Terre, là ici, enfin sur une sphère quelconque, vous voyez les lignes droites, c'est des grands cercles ici. Si je prends ce grand cercle ici à l'équateur et que je fabrique un triangle qui va jusqu'au pôle, comme ça ici. Vous voyez, j'ai un triangle qui va jusqu'au pôle, mais à l'équateur, vous avez quoi ici? Là, vous avez un angle droit et là, vous avez déjà un autre angle droit. Donc vous avez déjà 180 degrés alors qu'il n'y a que deux angles qui sont pris en compte. Une surface courbe, c'est ce qu'on appelle une courbure positive. La courbure positive, ça fait un triangle qui fait plus que 180 degrés. Je vous laisse deviner, une surface, la courbure négative, ça fait moins de 180 degrés. C'est aussi simple que ça. Je reprends mes histoires d'étoiles. Et puis une petite histoire aussi. Donc au départ, dès les années 30, les gens se sont demandé qu'est-ce qui se passe maintenant quand mon étoile a utilisé tout son gaz. Alors,
comme je vous ai dit, elle va utiliser l'hydrogène, va fabriquer de l'hélium. Après, avec l'hélium, elle va fabriquer d'autres choses. Il va se passer tout un tas de trucs. Mais au bout d'un moment, les réactions thermonucléaires ne sont plus possibles. Notamment parce qu'on arrive au niveau du fer, en théorie, et que le fer au niveau nucléaire, c'est l'objet le plus stable. Je vous ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, si je dis des choses qui... Oui. Absolument. Alors ça, c'est un des trucs, typiquement, notre étoile, à nous, ça c'est une très bonne question. Typiquement, là, dans quelques milliards d'années, donc on a encore le temps de voir venir, l'étoile le Soleil, qui est encore en train de consommer de l'hydrogène, va passer à un autre stade. Il s'attaquera à l'hélium. Alors les détails de ces choses-là, moi je ne suis pas astrophysicien en soi, hein, donc j'ai jamais, ni physicien nucléaire non plus, donc j'ai jamais vraiment regardé en détail. Mais tout ce que je sais, c'est que de fait, il va se mettre à fonctionner sur un rythme différent en attaquant l'hélium. Et ça va vraiment changer sa couleur. Ça va plus que changer sa couleur, ça va aussi changer sa taille. Et donc ça va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Ce qui va être assez désagréable pour nous, dans la mesure où le moment où il deviendra une géante rouge, bah, la taille du Soleil, la surface du Soleil, ce sera à peu de choses près là où on est. Donc on n'y sera plus, en d'autres termes. La Terre va griller joyeusement et on passera à autre chose. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'on sera déjà plus là, nous, à ce moment-là. Mais quand on va finir... Bon, alors après, on attaque, comme je vous ai dit, il y a un moment où on attaque un cœur de fer, et le fer ne peut plus fabriquer de réaction nucléaire, parce que le fer, c'est le minimum... Enfin, ça revient même ce que je vous dis, donc ce n'est pas vraiment une bonne raison. C'est juste un fait expérimental que le fer ne peut pas faire de réaction nucléaire. Et donc, dans les années 30, il y a un physicien indien, qui est toujours très pénible à citer parce qu'on ne sait jamais comment ça s'écrit, Subrahmanyam Chandrasekhar, qui se demande donc vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là où on a la première introduction de la deuxième théorie dont je vous parlais, qui va être la mécanique quantique. Pour certaines étoiles, relativement petites, une étoile qui au départ fait à peu de choses près, en gros la masse du Soleil ou peut-être un petit peu moins, il va y avoir un moment où l'étoile va se contracter, donc elle va faire toutes ses réactions thermonucléaires, et puis il va y avoir le constituant principal de l'étoile. Bon, il va y avoir des atomes, des noyaux à l'intérieur qui vont être là, qui vont bouger de ci là, mais globalement ce qui va se passer vraiment, c'est qu'il va y avoir surtout un gaz d'électrons. Vous savez que les noyaux, enfin les atomes, c'est un noyau avec des protons et des neutrons, et autour de ça, il y a des électrons. Et alors les électrons, c'est des particules de type quantique. J'y reviendrai sur ce que c'est que la mécanique quantique, mais un point particulier avec un électron, c'est que si vous prenez deux électrons dans le même état, eh ben vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mettre deux électrons dans le même état. Par état, j'entends au même endroit, à la même vitesse, quoi que ça veuille dire en mécanique quantique, et dans les mêmes caractéristiques que par exemple on appelle de moments de rotation, de spin et des choses comme ça. On ne peut pas mettre deux électrons au même endroit, c'est ça qu'essentiellement qu'il faut retenir. C'est juste impossible. C'est une loi physique. Je pourrais éventuellement vous en dire un peu plus si vous voulez savoir plus de détails, mais bon, c'est un fait de mécanique quantique. Deux électrons, vous ne les mettez pas au même endroit. Or, quand l'étoile a commencé à se dégénérer un petit peu comme ça et à s'écrouler sur elle-même, eh ben les électrons vont avoir tendance à se mettre tous au même endroit puisque vous comprimez l'ensemble. Mais ils ne veulent pas se mettre au même endroit. Il y a ce qu'on appelle une pression quantique. Et cette pression quantique, elle va lutter contre la gravitation. Et puis vous arrivez à former un objet qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est une masse, c'est un objet qui a une masse nécessairement inférieure à ce qu'on appelle donc la masse de Chandrasekhar, 1,4 masse solaire, parce que c'est la masse maximum au-delà de laquelle la pression quantique des électrons ne peut plus supporter l'étoile. Donc évidemment, la question qui se pose, et que les gens après se sont posés immédiatement, vous voyez dans la suite, 1930, 1932, 1939, des gens comme ça se sont dit, bah maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends une étoile plus grande? Si l'étoile est plus grande, la pression, que j'ai dit, quantique des électrons ne suffira pas à la retenir sur elle-même. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a encore des neutrons et des protons, j'ai dit, à l'intérieur. Alors les protons, ils vont éventuellement se désintégrer, mais à la limite, au final, il va rester des neutrons. Et les neutrons, c'est pareil que les électrons, vous ne pouvez pas en mettre deux au même endroit. Donc il y a une autre pression qui va intervenir, qui est cette fois-ci une pression quantique aussi, mais des neutrons. Et là, vous fabriquez une étoile à neutrons. Au moins, comme ça, c'est plus descriptif. Avant, ça s'appelait une naine blanche, parce que c'est une petite étoile qui se trouve
rayonne pas véritablement, donc elle n'est pas vraiment blanche non plus, mais enfin bon, c'est une petite étoile. Maintenant, une étoile à neutrons, c'est une étoile un petit peu plus grosse, mais qui peut aller jusqu'à, vous voyez, 3 fois la masse du Soleil, 3-4 fois la masse du Soleil. On n'a pas vraiment de contraintes très nettes là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres effets qui rentrent en ligne de compte. Alors ensuite, évidemment, une fois qu'on est dans ces choses-là, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? On va continuer, on va prendre une étoile encore plus grosse, on va prendre une étoile de 15, 20 masses. Oui, pardon, oui. J'ai pas entendu, excusez-moi. Ah, alors ça dépend de là où est l'étoile. Ça, c'est toutes les choses sur toute la structure de l'univers que je discuterai après. Mais le rayonnement de l'étoile nous parvient à la vitesse de la lumière. Donc par exemple, on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Il faut 8 minutes pour la lumière qui se propage à 300 000 km par seconde. Il lui faut 8 minutes pour venir jusqu'à nous ici. Il faut 1 seconde à peu près pour la lumière de venir de la Lune jusqu'à nous. La Lune est à environ 300 000 km, donc ça fait environ 1 seconde de lumière. Et il y a d'autres étoiles qui sont à des milliers, bon, dans la galaxie, ça se compte en dizaines, voire centaines de milliers d'années-lumière. Oui, une année-lumière, ça doit faire, je ne me rappelle plus, 4500 milliards de kilomètres ou un truc comme ça. Enfin, oui, c'est un truc de fou. Hein, donc, et l'univers auquel on s'intéresse, c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de milliards d'années-lumière. Donc on est sur des... Quand je disais dans mon titre, je crois que je devais y avoir le mot infiniment grand, c'est pas infini, mais enfin on n'en est pas loin quand même, on s'en rapproche bien, quoi. Alors, pour reprendre mes choses, maintenant je prends une étoile un petit peu plus grosse. Pour l'instant, je suis dans des objets théoriques, je ne suis pas dans des vrais objets qu'on mesure. Donc je prends une étoile un petit peu plus grosse, mettons une quinzaine de masses solaires, et d'ailleurs c'est toujours Robert Oppenheimer qui était impliqué en 1939 ici, et puis Volkoff et Snyder se demandent qu'est-ce qui se passe maintenant. J'ai plus de pression, la pression de radiation des électrons n'est pas suffisante pour lutter contre la gravité, la pression de radiation des neutrons la pression quantique des neutrons n'est pas suffisante pour lutter non plus contre la gravité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout bêtement que l'ensemble s'écroule jusqu'en un point, dont on a parlé aussi dans le film, qui est ce qu'on appelle une singularité. Alors une singularité, Einstein, à peu près en même temps, dit non, ça c'est pas possible, ça n'a aucun sens, il n'y a pas de singularité, c'est pas possible, non, il ne veut pas en entendre parler. Et puis pour une raison à peu près claire, hein, on est en 1939 ici, les physiciens, surtout ceux qui s'intéressaient comme Oppenheimer à la physique nucléaire, ont cessé de s'intéresser à ce qui se passait en astrophysique parce qu'il y avait d'autres problèmes, d'autres questions politiques dans le monde à ce moment-là qui justifiaient de s'intéresser plutôt à la physique nucléaire. Donc ça s'est arrêté à ce moment-là, en gros. Et donc c'est donc une bonne transition pour passer un peu à ce qui se passe dans la nature. Et pour pouvoir aller voir, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand l'étoile est vraiment grosse et qu'elle s'est effondrée. Pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière, et on reprend la Terre, à nouveau avec des diagrammes en anglais. Hein, je suis désolé. Je suis un peu un feignant, je reconnais, je ne les fais pas moi-même, les dessins, donc je vais les récupérer sur Google, et c'est souvent en anglais. Bon, désolé. Donc l'idée, ce que je veux présenter ici, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération, si ça je l'ai traduit quand même. La vitesse de libération, c'est simple, c'est si je jette un objet en l'air, il retombe. Hein. Ou si je tire à une certaine vitesse, il va à une certaine distance. Si je tire un peu plus fort, il va plus loin. Et puis comme la Terre est ronde, si je tire vraiment très fort, il fait une orbite. C'est comme ça qu'on met des satellites en orbite. Et puis si je tire encore plus fort, j'ai une vitesse de libération. C'est-à-dire que quand je lance un caillou en l'air, à une vitesse plus grande que 11 km par seconde, ça fait quand même 40 000 km/h, hein, donc faut y aller, ça ne me retombera pas sur la tête, ou sur qui que ce soit. Il y a un petit calcul que vous pouvez faire quand vous connaissez un tout petit peu la mécanique newtonienne, qui vous dit juste que l'énergie cinétique doit être égale à l'énergie potentielle à l'infini, etc. Tout ça, c'est très simple. Et ça vous donne la vitesse en question, cette vitesse de libération, juste pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça dépend ici de la constante de Newton, la constante de gravitation de Newton, la masse de l'objet, ici la masse de la Terre, et son rayon. Alors, donc pour la Terre, cette vitesse ici, j'ai dit, c'est 40 000 km/h. Si vous prenez un objet plus grand, mais beaucoup plus lourd, comme le Soleil,
vous obtenez 600 km par seconde. 600 km par seconde, ça commence à faire une vitesse un peu rapide. Et puis c'est là qu'on commence à se poser des questions. J'ai dit tout à l'heure, il y a la vitesse de la lumière, maintenant 300 000 km par seconde, comment on peut faire? Est-ce que je peux imaginer un objet pour lequel la vitesse de libération sera la vitesse de la lumière? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être, ce genre d'objet? C'est ça qu'on appellera un trou noir. Je vais y revenir. Je continue à avancer. Oui. N'importe où. Ça revient strictement au même. Que vous le lancez comme ça ou vous le lancez comme ça, la seule différence, en gros, ça va être l'atmosphère, la couche d'atmosphère qui va traverser, mais quand on calcule comme ça, il n'y a pas d'atmosphère. Donc c'est vous imaginez juste de faire ça sur la Lune, et sur la Lune, que vous le lanciez à une certaine, vers le haut ou sur le côté, ça ne change strictement rien. Ça ne change rien parce qu'au niveau du calcul pur, vous dites juste que l'énergie cinétique de l'objet au moment où il part doit être égale, et plus son énergie potentielle qui est négative pour la force de gravitation, à l'infini, tout ça, ça fait 0. Et donc l'angle n'intervient pas, l'angle d'éjection n'intervient pas dans le calcul. Si vous faites le calcul, vous verrez que ça n'intervient pas. Voilà, alors là, la relativité générale, comme j'ai dit, la lumière va en ligne droite, mais la ligne droite n'est pas droite. Donc je prends une planète ou le Soleil et j'ai une déflexion des rayons lumineux. Alors petit détail historique, cette déflexion des rayons lumineux, c'est grâce à ça qu'Einstein est devenu très connu instantanément en 1919. Pourquoi? Parce que c'est un physicien allemand, Albert Einstein, qui en 1915 fabrique cette théorie qui prédit ça. Et la prédiction est vérifiée en 1919 par Arthur Eddington, qui est un physicien anglais, britannique plus précisément, doit-on dire. Et donc, en termes de symbole de réconciliation, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une théorie d'un Allemand qui est vérifiée juste à la fin de la Première Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne initialement, et immédiatement par un Britannique. Ça a donné, je ne sais pas, c'est pour ça qu'il y a eu un engouement extraordinaire pour Einstein dès ce moment-là. Enfin, c'est un engouement qui est justifié, hein, mais voilà. Donc, en gros, vous voyez, quand vous mettez le Soleil ici, la déflexion, elle est faible. Et donc, là, schématiquement, on peut voir la chose comme ça. Le Soleil, c'est une déflexion relativement faible, ça fait ça. On peut imaginer ce qui se passe pour une naine blanche. Je dis que la naine blanche était plus compacte et plus petite et quasiment aussi lourde. Donc vous voyez que là, c'est fait comme si vous aviez des déflexions plus importantes. On pousse encore un cran, qui est l'étoile à neutrons. Et vous voyez que là, ça commence à devenir un truc bizarre. On a l'impression qu'on va pouvoir pousser carrément et faire un trou au bout, là. Quand on va faire un trou au bout, ce sera un trou noir. Ce sera pour avoir une vision un peu comme ça. Là encore, l'autre diagramme venait du livre, était une illustration du livre de Stephen Hawking. Vous voyez, vraiment, le trou noir, ça va donner une image comme ça. Et vous avez, j'ai mis plusieurs fois le même genre d'image pour illustrer ça. Donc vous avez une étoile ici qui s'est contractée complètement en un point. C'est une singularité. Donc Einstein disait qu'il ne voulait pas de singularité. Il trouvait ça... il trouvait ça odieux au niveau scientifique, mais en réalité, ça n'a aucune espèce d'importance, cette singularité. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, ça n'a pas d'importance pour la raison suivante. C'est que vous voyez, autour du trou noir, là, ici, il y a une région qu'on appelle un horizon. Et alors cet horizon, ça correspond, ce que je disais tout à l'heure, au point où la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière. Mais j'ai peut-être pas précisé que rien ne peut aller plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse limite extrême qu'on puisse espérer atteindre. Là encore, c'est un résultat d'Einstein. Ça tourne souvent sur lui, mais bon. Et donc, vous avez donc un horizon, et vous voyez, les trajectoires des particules peuvent être complètement délirantes, mais celles qui sont passées à l'intérieur de l'horizon, elles terminent au fond, nécessairement. Par contre, certaines peuvent faire plusieurs tours. Et à tel point que si vous faites une simulation, qui m'a été gentiment donnée par mon collègue Alain Riache-Vello ici de l'IAP, vous voyez, imaginez que vous ayez un trou noir ici, heureusement cette situation n'est pas vraie, qui est entre nous et dans la direction du centre galactique.
Ici, c'est la galaxie, notre galaxie, la Milky Way, enfin la Voie lactée, pardon, et on met le trou noir en plein milieu. Et alors ce que vous voyez, c'est que la lumière, là, bon, bah, il ne se passe pas grand-chose. Sur les bords, il se passe à peu de choses près rien, la lumière n'est pas beaucoup défléchie parce qu'elle est loin. Maintenant, la lumière qui passe pas loin là, eh bien, vous voyez que cet axe-là, ce que vous voyez ici, c'est la même chose que cette image qui est là. Donc la lumière, elle a fait 2 fois le tour avant de revenir. Et donc, vous reconnaissez les images. Vous voyez, cette étoile-là, c'est celle qui est là. Celle qui est en dessous ici, elle est au-dessus là. Vous voyez, l'image est symétrique. Et donc, on voit bien le tour qui est ici, tout l'axe, tout ce cercle qui est ici, c'est un horizon. On ne peut pas le traverser. Et tout ce qui est à l'intérieur, évidemment, est complètement obscur, puisque rien ne peut sortir de là. Alors, quand on voit un trou noir en astrophysique, en fait, on ne voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'un trou noir en astrophysique, il y a tout un environnement. En général, il y a des nuages de gaz, il y a tout un tas de trucs qui l'entourent, le trou noir. Et comme le trou noir, il a des effets gravitationnels qu'on peut imaginer conséquents, tout le nuage de gaz qui est autour, eh bien, il chauffe énormément. Et donc, au lieu de voir un trou noir, au lieu de voir cette image-là, ce que vous voyez en fait, c'est une source très lumineuse en rayon X, en rayon gamma, en rayon de haute énergie. Mais en pratique, ce qu'il y a derrière, c'est ça. Pour en revenir aux illustrations de Stephen Hawking, lui, il prend l'analogie d'un fluide où imaginez que vous êtes en train de descendre un rapide et puis il y a une cascade au bout. Et alors quand il y a la cascade, il y a un moment où vous pouvez essayer de ramer autant que vous voulez, c'est impossible de remonter. Et ça, c'est l'horizon des événements. Vous ne pouvez pas dépasser la vitesse à laquelle vous ne pouvez plus ramer, ça ne sert plus à rien, vous tombez dans le trou quoi qu'il arrive. Donc voilà, il y en a qui peuvent s'échapper, d'autres qui ne peuvent pas s'échapper. C'est la même chose avec la lumière dans le dessin d'Hawking. Alors, plus schématiquement, vous avez donc ce qu'on appelle l'horizon des événements ici. Et alors à la fin, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est parti d'une étoile qui avait une structure très compliquée. Éventuellement, il y avait des noyaux de tout un tas de catégories diverses et variées. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez balancer des frigos là-dedans. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. À la fin, le trou noir, vous le décrivez par 3 chiffres, 3 nombres. Sa charge électrique, donc ça, en astrophysique, essentiellement, c'est 0. Il n'y a pas de charge électrique sur les trous noirs. Sa masse, alors ça, par contre, ça peut être relativement conséquent. Et son moment angulaire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il tournait au préalable. Avant de s'effondrer, le trou noir, il tourne. Il a donc ce qu'on appelle un moment angulaire. Et bien, une fois qu'il est rentré dans son horizon, une fois qu'il a passé l'horizon des événements, il ne reste plus que ça. Donc si vous connaissez ces 3 chiffres, ces 3 nombres-là, vous savez exactement, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le trou noir. C'est, pour ceux que ça intéresse, il y a eu une question qui est sur le paradoxe de l'information dans les trous noirs. C'est lié à cette question-là. Bon, donc là, jusque-là, j'ai fait de la relativité générale, enfin, entre guillemets, je vous ai montré des solutions. Ça, c'est une solution de la relativité générale. C'est un point qui est lié à la relativité générale, dont je vous ai parlé, mais j'ai mentionné brièvement la mécanique quantique. Donc je vais en parler un petit peu plus longuement de la mécanique quantique, parce que je vais avoir un certain nombre de difficultés avec la mécanique quantique. Donc je vous expose rapidement de quoi il s'agit. Je vais vous dire pourquoi, enfin je peux raconter immédiatement pourquoi ça ne va pas être facile pour moi de vous raconter ce que c'est que la mécanique quantique, parce que quand vous prenez une citation d'un type comme Richard Feynman, prix Nobel 1965, si mes souvenirs sont bons, donc c'est quelqu'un de très très haut niveau qui a inventé une reformulation de la mécanique quantique, etc., quelqu'un qui est un des plus grands physiciens du XXe siècle. Lui, sa vision, sa perspective des choses, c'est qu'il pense pouvoir dire sans risque de se tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. Donc à partir du moment où Richard Feynman dit ça, je ne suis pas tellement inquiet sur le fait que si vous ne comprenez rien à ce que je vais vous raconter derrière, c'est normal parce que moi-même, je n'ai rien compris, étant donné que c'est ce que lui, il a dit. Donc comme ça, on est tranquille. Pour vous préciser un petit peu l'idée, ça vient au départ, au début du XXe siècle, les physiciens, en faisant des manips, se sont rendus compte qu'ils voyaient les objets suivant 2 axes. Soit ils avaient l'impression de les voir soit sous forme ondulatoire, je vais expliciter un peu, soit sous forme ondulatoire, soit sous forme de particules. Et donc il y a une espèce de métaphore qui est là, qui consiste à vous dire, vous voyez, si vous prenez un cylindre comme ça, si vous l'éclairez par là, la projection c'est un carré. Si vous l'éclairez dans l'autre sens, la projection c'est un rond. Pourtant c'est exactement le même objet.
Alors là, c'est un peu facile, je fais une projection bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression, il n'y a aucun mystère dans ce dessin, mais c'est un petit peu l'idée. Par exemple, vous voyez, quand vous envoyez des ondes, un système ondulatoire, pourquoi je n'en vois pas? Voilà. Vous envoyez des ondes sur une barrière avec 2 trous, vous faites une figure d'interférence. D'accord? Quand vous faites la figure d'interférence, là c'est schématisé ici, vous voyez un signal qui ressemble à ça. Ça, vous avez peut-être fait la manip, c'est pas très compliqué à faire, surtout maintenant avec des lasers, on y arrive bien. On obtient facilement des expériences, des figures d'interférence. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, bah, tiens, on va prendre des électrons, et puis on va faire pareil. Alors évidemment, on ne voit rien du tout sur ce dessin, mais vous voyez, vous avez un écran ici, et puis il y a 2 trous au milieu, 2 fentes au milieu. Et puis, on a un canon à électrons, et on tire les électrons un par un. Alors quand on tire les électrons un par un, on ne voit donc strictement rien du tout sur ce dessin, mais normalement, si le contraste était meilleur, vous verriez que ici, c'est l'écran, et vous voyez qu'il est noir, sauf quelques points où sont arrivées les particules. Donc là, on voit bien que ce n'est pas un comportement d'onde, on balance les électrons les uns après les autres, c'est bien des particules qui arrivent, oui. Alors, là, en général, on utilise des champs électriques. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus que ça, parce que c'est de l'ingénierie, et ça, je ne connais pas bien. C'est déjà les téléviseurs dans les années 80 qui marchaient comme ça, mais maintenant, évidemment, plus personne ne connaît le moindre téléviseur, donc l'analogie du téléviseur ne marche plus. Un canon à électrons, essentiellement, c'est ça. Vous prenez un gaz d'atomes qui ne sont pas trop liés entre eux, et effectivement, vous changez le champ électrique pour exciter les électrons et les faire sortir. Alors, vous pouvez aussi balancer des photons dessus, c'est-à-dire de la lumière, pour faire sortir les électrons. C'est aussi via l'effet photoélectrique, par exemple. C'est comme ça aussi que ça se passe, il y a des électrons qui peuvent sortir. On arrive à les canaliser ensuite parce qu'ils sont chargés. Donc on arrive à fabriquer comme ça des canons à électrons où on sait exactement où ils vont aller. Et donc on a un canon à électrons qui tire, là, comme ça, des électrons de façon aléatoire en direction de cet écran qui a 2 trous. Et là, vous voyez, chaque fois qu'un électron a fait sa trajectoire, il arrive, enfin trajectoire entre guillemets, il arrive et il fait un point. Et puis on en tire un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, et puis on complète comme ça un petit peu plus, et on en a un petit peu plus ici, on continue, on commence à en avoir un petit peu plus, et puis quand on continue beaucoup, on finit par avoir ça. Et alors ça, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est très exactement la même image que tout à l'heure avec une figure d'interférence. Donc c'est ça ce que je vous disais, que et c'est pour ça que toujours le même Richard Feynman, nous dit que c'est un phénomène qu'il est absolument impossible d'expliquer de façon classique, ce qui n'est plus tout à fait vrai maintenant, mais ça je ne vais pas rentrer là-dedans. Et c'est vraiment ça le cœur de la mécanique quantique, c'est ça le vrai mystère. Le mystère, c'est on tire des particules une par une, on voit bien que ce sont des particules, comme je disais, c'est le côté carré du cylindre, et puis à l'arrivée, l'image globale qu'on reconstruit, c'est une figure d'interférence, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une onde aussi, donc c'est le côté rond du cylindre. Et c'est vraiment les deux à la fois. Donc là, c'est un vrai problème. Et en gros, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sur la mécanique quantique, parce que par ailleurs, à part si vous cherchez, il existe des formulations qui sous-tendent une existence réelle des objets, mais sinon, les gens présentent la mécanique quantique de la manière suivante. Si vous allez à l'université, que vous suivez un cours de mécanique quantique, ce qu'on va vous dire, c'est la chose suivante. Donc, accrochez-vous, c'est du brutal, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc la mécanique quantique, c'est juste un truc mathématique. Donc on va vous dire que la position d'une particule, là où elle est, c'est simplement un opérateur, c'est-à-dire un objet mathématique, qui en plus est à valeur dans un espace que de toute façon vous ne savez pas ce que c'est. Donc voilà, c'est un opérateur, un objet mathématique. Il existe un objet qui s'appelle une fonction d'onde. Alors c'est une fonction de la position de toutes les particules que vous avez dans l'univers à ce moment-là. Vous voyez, c'est le truc simple par définition. Une fonction qui, en plus, c'est une fonction qui est tellement clairement définie qu'elle ne fait que décrire la probabilité d'observer tel ou tel résultat. Je vous ai dit que c'était n'importe quoi, hein. Par ailleurs, l'ensemble, cette fonction d'onde, elle est décrite par une équation, qui est l'équation de Schrödinger. Voilà, je vous la mets là, comme ça n'a encore une fois, c'est la même chose que pour les
l'équation de la relativité générale, ça n'a aucun intérêt, c'est juste purement décoratif. Et voilà, je vous rappelle que donc personne ne peut véritablement dire qu'il comprend quoi que ce soit à la mécanique quantique. Là, j'ai vraiment résumé ce que c'était que la mécanique quantique. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Enfin, si, il y a beaucoup de choses de plus à en dire. Notamment, il y avait un papier spectaculaire dès 1935, toujours d'Einstein pour ne pas changer, qui s'interroge sur comment c'est possible que ce soit tout. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose, on ne peut pas rajouter autre chose sur la mécanique quantique, on ne peut pas faire quoi que ce soit de plus. Alors ça, c'est un petit papier qui est, si un jour vous avez l'occasion ou vous atteignez un minimum de connaissances en mécanique quantique, je vous le recommande vraiment. Certes, c'est un papier scientifique de recherche, mais je n'en connais pas beaucoup qui soit aussi simple et aussi facile à lire et aussi... je ne sais pas comment dire pour ne pas employer de termes vulgaires, mais pour vous retrouver assis par terre. C'est vraiment spectaculaire. Ce papier est à l'origine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui est notamment les ordinateurs quantiques, ou ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout ce qui est téléportation quantique, les opérateurs quantiques, la cryptographie, tout ça c'est basé là-dessus. Et sur un autre truc qu'on appelle le théorème de Bell, mais je ne vais pas en parler. Bon, il y a eu une réponse à ça, mais c'est pareil, je ne vais pas vraiment en parler non plus. Parce que le temps presse et je finis par me mettre en retard. Oui ? Toutes les particules microscopiques sont des particules sujettes à la mécanique quantique. Et plus que ça, parce qu'en fait, alors à l'heure actuelle, quand je dis, vous avez vu cette figure d'interférence avec des électrons, on fait ça maintenant avec des atomes un peu plus gros. Notamment, il y a un truc qui est tout à fait amusant, il y a une molécule qu'on appelle du fullerène, qui comporte 60 atomes de carbone répartis à la surface d'une sphère. En gros, ça a un peu la tête d'un ballon de foot. C'est un peu plus petit quand même, hein, et on arrive à faire de la diffraction avec une molécule qui a 60 atomes de carbone. Donc c'est plus seulement... Et ça satisfait aussi l'équation de Schrödinger, ça fait exactement la même chose. Actuellement, en projet, ils essayent de faire, je crois que c'est le groupe de Zellinger en Suisse, qui essaye de faire de la diffraction avec des virus. C'est-à-dire de faire diffracter entre eux des objets vivants. Un virus, c'est vivant, ça consiste essentiellement à tuer des gens, mais ça reste un objet vivant en soi. Donc on arrive à faire... La mécanique quantique, en principe, ça s'applique à tout. En théorie, d'ailleurs c'est un des grands mystères de la théorie de la mécanique quantique, c'est comment ça se fait que nous-mêmes, on ne soit pas régis par les lois de la mécanique quantique. Alors en fait, on l'est sans l'être, enfin c'est pas très clair. Mais... je vais pas rentrer là-dedans, mais ça s'applique à tout, mais en particulier, en général, surtout, c'est les électrons, les photons, les noyaux, à peu près tous les objets, essentiellement tous les objets microscopiques. Oui. Eh non, justement, c'est ça le problème. Elles n'ont aucune raison de s'arrêter à l'échelle subatomique. D'ailleurs, elles ne s'y arrêtent pas. Pour l'instant, elles montent jusqu'à ce qu'on appelle les échelles mésoscopiques. Alors, mésoscopique, c'est juste un mot pour dire il y a le microscopique d'un côté, et le macroscopique de l'autre côté. Au milieu, c'est le mésoscopique. C'est le truc pas défini par définition. On ne sait pas trop. Et là, on voit qu'on arrive à grimper les lois de la mécanique quantique dans des grandes distances. Grandes, entre guillemets, évidemment, quoi. Alors, il y a un autre point avec la mécanique quantique. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre deux électrons au même endroit. C'est lié au fait que l'électron, vous le décrivez par une fonction d'onde, et que la fonction d'onde de deux électrons, là, juste, vous voyez, malheureusement, beaucoup des explications qu'on peut donner en mécanique quantique, c'est un truc purement mathématique. Pour cette interaction quantique dont je parlais, de pression quantique, le fait est que les deux électrons, la fonction d'onde de deux électrons, elle doit être antisymétrique entre les deux, et donc forcément, elle vaut 0 au milieu, à l'endroit où vous mettriez les deux à la fois, et comme elle vaut 0, ça veut donc dire que c'est pas possible de le faire. C'est aussi simple que ça. Comme je vous ai dit, la fonction d'onde, c'est une probabilité de mesurer un truc. Et donc, si la probabilité est 0, c'est que vous ne le mesurerez pas. Bon, j'allais dire c'est aussi simple que ça, mais évidemment, ça ne veut strictement rien dire ce que je viens de vous dire, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Par contre, il y a des choses qui sont quand même intéressantes. C'est qu'il y a un autre principe en mécanique quantique, qui est le principe de Heisenberg, principe d'incertitude. Là, on comprend un peu mieux d'où ça vient, qui consiste à vous dire que la position et la vitesse d'une particule, vous ne pouvez pas la mesurer en même temps. Pourquoi ça? C'est simple. Comment vous mesurez la position d'un... Comment vous savez que quelque chose est là? Vous mettez de la lumière dessus.
Vous l'éclairez, sinon si on est complètement dans le noir, on ne saura pas s'il y a quoi que ce soit. Pour savoir que quelque chose est là, savoir que ce stylo est là, il faut bien que je l'éclaire. Et il faut que je l'éclaire à une certaine lumière. Alors évidemment, à des longueurs d'onde qui correspondent au fait que je puisse les voir, mais à la limite, ça, je peux me passer de mon œil et mettre un autre détecteur à côté pour mesurer un truc encore plus petit. Plus je vais vouloir mesurer quelque chose de petit, plus il va falloir que je le mesure avec une longueur d'onde qui sera petite aussi. Ce sera ça la précision sur laquelle que je vais pouvoir réussir à voir. Et en fait, ce qui se passe en mécanique quantique, c'est que si j'envoie de la lumière avec une très petite longueur d'onde, cette lumière a une très grande énergie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand je vais vouloir mesurer la taille de mon électron, par exemple, la taille d'un électron étant tellement petite que je dois l'envoyer des photons de très haute énergie dessus. Ce qui fait qu'au moment où j'arrive à voir où il est, eh ben, il se fait taper dessus comme une boule de billard, et il s'en va. Et donc il prend une vitesse que je ne peux pas calculer. Ce qui fait qu'il y a une incertitude. Soit je connais la vitesse de l'objet, soit je connais sa position. Je ne peux pas connaître les deux à la fois. Alors pour nous, on peut connaître notre position et notre vitesse, parce qu'en fait, la précision avec laquelle on la connaît est très mauvaise au niveau quantique. Donc voilà, il y a une incertitude entre la position et la vitesse. De la même manière, il y a aussi une incertitude entre l'énergie ou la masse d'un objet. Vous savez, E égale mc2, ça quand même, on sait tous que l'énergie c'est pareil que la masse, c'est ce qui fait d'ailleurs les bombes thermonucléaires dont je parlais au début. Et puis le temps pendant lequel un mécanisme se produit. Autrement dit, et ça vous explique ce qui était mentionné dans le film, c'est la raison pour laquelle des paires de particules antiparticules peuvent se mettre à exister pendant un intervalle de temps très court. Vous voyez, vous avez une paire de particules ici, enfin là, vous n'avez rien du tout, et puis tout à coup, une particule apparaît, une antiparticule apparaît aussi. Les deux ont le droit d'apparaître pourvu qu'elles apparaissent pendant un intervalle de temps suffisamment court et qu'elles se reconstituent derrière. Donc vous avez le vide ici, tout à coup deux particules, et à nouveau plus rien derrière. Parce que l'énergie qui était nécessaire à ce que ceci apparaisse était là, mais pendant un intervalle de temps tellement court que finalement ça s'est produit, ça commence là, ça termine là, et puis personne n'a rien vu. Voilà. Donc ça c'est le principe. Alors c'est un principe de Werner Heisenberg qui a induit un autre effet qu'on appelle l'effet Casimir, qui est lié au fait que les particules, les objets dans le vide, là on est en train de décrire du vide, là en fait c'est des fluctuations du vide, c'est ça qu'on appelle les fluctuations du vide. Je crois que c'était aussi dans mon titre, donc voilà. Les fluctuations quantiques du vide, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Mais le vide, il se trouve que le vide, c'est pas l'absence de quelque chose en fait. En fait, c'est l'absence, plus précisément, c'est l'absence de quelque chose, mais ça dépend du quelque chose qui aurait pu être là. Si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Si je prends une corde de guitare, une corde de La ou une corde de Mi, elles ne vont pas sortir les mêmes notes. D'accord ? C'est donc le vide de la corde de La n'est pas le même que le vide de la corde de Mi. Parce que si je fais vibrer ma corde, elle ne va pas sortir la même note. Et si je prends une corde et que j'en change la taille, elle ne vibrera pas de la même manière. Donc le vide, la corde elle-même, avant que j'ai fait les excitations, n'est pas le même. On est d'accord ? Et en fait, ce qui se passe, ça c'était donc proposé par Casimir en 1948, il a dit la chose suivante, si je prends deux plaques de métal et que je fais un vide complet entre les deux, eh bien si je prends mes deux plaques et que je les écarte, c'est pas le même vide. De la même manière que c'est pas le même vide, entre guillemets, c'est pas le même fondamental pour une corde de Mi ou une corde de La, c'est pas le même vide pour mes deux plaques de métal si je les écarte ou pas. Résultat des courses, si j'écarte et que comme ça c'est pas la même chose entre les deux, bah du coup il va y avoir une force de rappel. Cette force, c'est la force de Casimir, c'est l'effet Casimir. Ça a été donc, comme je vous dis, proposé en 1948 et mesuré en 1997. Donc ça, c'est les fluctuations quantiques du vide, celles-là, elles existent. C'est vrai, c'est pas juste de la science-fiction ou du délire de physiciens en mal de se poser des questions bizarres. C'est quelque chose qui se mesure. Et du coup, on en arrive à l'horizon. On revient maintenant, on va commencer à mélanger un petit peu les choses. Je reviens à l'horizon, j'ai mon horizon, et ça c'était ce qui était expliqué dans le film, oui. On mesure ce qu'on mesure, c'est une force entre deux plaques dans le vide absolu. Et on sait que cette force existe parce que le vide entre les deux plaques comme ça, ou le vide entre les deux plaques comme ça,
n'est pas le même vide. Donc c'est une sorte de différence d'énergie potentielle. Vous savez, une énergie potentielle, c'est une énergie que vous avez mais que vous n'avez pas. C'est-à-dire que si jamais vous partiez à faire un mouvement, cette énergie potentielle se transformerait en énergie cinétique. Donc vous l'avez, mais vous ne pouvez pas mesurer l'énergie potentielle que vous avez. De la même manière, l'énergie des fluctuations du vide, on ne peut pas vraiment la mesurer. Ce qu'on peut faire, c'est mesurer des différences d'énergie du vide, typiquement. Et donc, on a un vide comme ça, et on voit qu'entre les deux, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si on regarde l'effort qu'il est nécessaire de faire pour pousser les deux plaques, il est lié à l'énergie du vide qui était au milieu. Et ça se mesure. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, j'insiste et je le répète au fur et à mesure, c'est ce que disait Feynman, et c'est pas faux. Personne ne comprend rien à la mécanique quantique. Tout ce qu'on sait faire avec la mécanique quantique, c'est dire les effets qu'elle produit à d'autres niveaux, au niveau macroscopique par exemple. Ou alors, oui. J'y viens, justement. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci pour la transition. Dans le trou noir, donc vous avez l'horizon du trou noir, comme je vous ai dit. C'est l'endroit où la vitesse de libération, c'est la vitesse de la lumière. Et donc là, je forme une paire de particules-antiparticules, et il y a des forces de marée liées au champ de gravitation et manque de peau. Il y en a une qui rentre à l'intérieur, comme l'une est rentrée à l'intérieur. Alors là encore, c'est un effet quantique qui n'est pas trivial à penser, parce que quand vous réfléchissez spontanément à ce qu'on vous a dit, il y a une particule qui rentre à l'intérieur, l'autre qui ressort. Oui, elle ressort, mais enfin, vous avez quand même un trou noir. Donc le trou noir, il y a une force de gravitation. On se dit la particule, elle va retomber dedans. En fait, elle ne va pas retomber dedans parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'objet, la paire d'objets en elle-même. Et c'est une sorte d'action et réaction. S'il y en a une qui va dans un sens, l'autre elle va forcément dans l'autre. Même si elle est rentrée à l'intérieur de l'horizon, parce que là encore, c'est un effet quantique qu'on appelle l'enchevêtrement ou l'intrication. Et c'est du fait de cette intrication que vous avez le rayonnement de Hawking. Et vous voyez que la particule qui est là, elle va sortir. Et finalement, elle va sortir vraiment du trou noir. Elle va donner l'impression de sortir du trou noir. Et il y a une chance sur deux, soit c'est la particule qui rentre à l'intérieur et l'antiparticule qui sort, soit le contraire. Le truc, c'est que, alors d'ailleurs en général, vous voyez, c'est refait ici, vous avez votre fluctuation, il y en a une qui sort. Alors les deux peuvent re-rentrer à l'intérieur, hein, évidemment, mais l'une peut rentrer, l'autre sortir. Et au final, l'image que vous voyez, c'est plutôt des particules qui font ça. Mais de fait, les fluctuations que vous voyez ici, c'est une particule et une antiparticule. En général, une particule et une antiparticule, quand elles se rencontrent, elles s'annihilent. Mais autant dans le vide, vous avez rien qui produit une paire qui reproduit rien, autant si vous balancez une particule sur une antiparticule, là il se passe quelque chose. Ce que vous sortez, c'est de la lumière, c'est des photons. En général, ça s'annihile en photons. C'est ce qu'on voit dans tous les mauvais documentaires de physique, où ils vous parlent d'énergie pure. Vous avez une particule qui s'annihile avec une autre particule pour devenir de l'énergie pure. Alors l'énergie pure, c'est comme je vous disais avec l'énergie potentielle tout à l'heure ou l'énergie de vide, ça veut strictement rien dire. L'énergie pure en question, c'est juste de la lumière qui est émise. Et donc au final, vous avez plein de particules comme ça qui vont se promener autour du trou noir, mais comme il y a des particules et des antiparticules, elles vont s'annihiler et fabriquer un rayonnement qui sera cette fois-ci de la lumière, et ce sera ce qu'on appelle un rayonnement thermique. C'est pour ça qu'ils en parlaient de l'entropie du trou noir et de sa température. Ce sera un rayonnement thermique. Ce qu'on verra, c'est une sorte de... Enfin, on pourra mesurer la température du trou noir en mesurant ça. Et de la même manière que je parlais de l'effet Casimir, les particules que vous verrez émettre ici, elles dépendent des particules qui existent. Même si autour de l'horizon, ici, on est dans le vide, vous voyez, ici, il y a vraiment le vide, mais ce vide, encore une fois, il dépend des particules qui existent. Donc là, vous allez pouvoir créer des paires électrons-anti-électrons, mais aussi des paires d'autres types de particules, des muons, des antimuons, seulement les particules qui existent. Vous ne pouvez pas créer des paires de particules n'importe quoi. Ils ont des masses précises, et donc on doit en principe pouvoir mesurer, avec la température du trou noir, en théorie, on doit pouvoir mesurer nous dire quelles sont toutes les particules qui existent dans la nature, ou qui peuvent exister. Oui ? Oui. Alors, dans ce cadre-là, ce qu'on appelle un rayonnement thermique, c'est la même chose qu'en effet une sorte d'agitation thermique. Sauf que là, en l'occurrence, c'est un spectre thermique de photons. Donc déjà, la vitesse des particules, c'est clair et net, c'est la vitesse de la lumière.
Ça, c'est aussi un des trucs qui a donné lieu à la mécanique quantique au début du XXe siècle. C'est l'observation de ce qu'on appelait le rayonnement du corps noir. C'est ça qu'on appelle aussi un rayonnement thermique de photons. Donc c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de, c'est pas tout à fait la même distribution. Le seul avantage, le seul point commun, c'est que c'est quelque chose qui ne dépend que d'un seul et unique paramètre, qui est la température. En gros, le rayonnement de corps noir, c'est vous imaginez un four avec des parois complètement réfléchissantes à une certaine température. Il y a de la lumière à l'intérieur et la distribution des photons à l'intérieur en fonction de leur fréquence est donnée par une certaine courbe due à Planck. Et cette courbe ne dépend que d'une seule chose qui est la température du four. C'est pour ça, effectivement, il y a une vraie température derrière. Vous êtes obligé réellement de chauffer votre four et de mesurer la température avec un thermomètre. Donc ça, c'est le même lien avec l'agitation thermique. Mais la distribution des photons à l'intérieur du four est aussi une distribution thermique qui ne dépend que de la température du four. C'est clair ou... J'essaye de faire au mieux, mais vous savez, c'est toujours le même problème avec la mécanique quantique. Comme je vous ai dit, ça ne veut rien dire. Donc, en gros, oubliez l'agitation thermique pour un gaz de photons, puisque les photons vont tous à la vitesse de la lumière. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que chaque photon a une certaine longueur d'onde, et que cette longueur d'onde ou fréquence donne l'énergie du photon. Et que la distribution dans votre four de tous les photons, si vous mesurez, là j'ai 3 photons à 2 GHz, là j'en ai 5 à 2,1 GHz, là j'en ai 18 à 3,4 GHz, etc. Et vous faites un dessin de ça. C'est ça qui vous donne la courbe de Planck. Et ce dessin ne dépend que d'un seul paramètre, qui est la température du four. Et ça sera la température du rayonnement de Hawking. Vous savez, les choses qui sont faites dans les années 70 ou même pour les travaux plus récents de Hawking maintenant, c'est pas encore, on n'a pas encore bien compris toutes les analogies qu'on pouvait se permettre de faire. Donc je suis obligé de développer au fur et à mesure. Alors, le truc amusant sur les trous noirs, j'ai dit c'était des objets hypothétiques. Alors Hawking lui-même en parle comme étant des objets qu'on a vus, qui en auraient au centre de la galaxie, etc., dans le film des années 90. Il faut savoir que c'est quand même en 2015 que pour la première fois, on a eu une preuve réelle de l'existence des trous noirs. C'est-à-dire qu'il y a des objets astrophysiques qu'on qualifie de trous noirs, comme les trous noirs supermassifs au centre des galaxies ou des choses comme ça. On pense que ce sont des trous noirs, on a d'immenses bonnes raisons de penser que ce sont des trous noirs, mais il existe des théories alternatives pour lesquelles ça pourrait être autre chose. Alors que là, vous avez certainement entendu parler de la collision de 2 trous noirs qui ont donné donc des spectres d'ondes gravitationnelles. Je ne vais pas parler des ondes gravitationnelles parce que c'est trop compliqué, mais sur ces trucs d'ondes gravitationnelles, ce qu'on voit en particulier, c'est la fin qui est ici. Vous voyez, il y a un truc qui oscille dans tous les sens et à la fin ça s'arrête. Et bien ça, c'est une preuve que l'objet final, c'est un trou noir. Parce que n'importe quoi d'autre rayonnerait aussi, continuerait à rayonner, ferait encore des petites oscillations et des trucs comme ça. Or, un trou noir, comme je vous l'ai dit, c'est défini par sa masse, son moment angulaire et sa charge électrique. Mais masse, moment angulaire et charge électrique, ça rayonne pas. Donc on est sûr que là, c'est un trou noir. C'est la première fois en 2015 qu'on a démontré l'existence des trous noirs. Bon. Alors maintenant, je vais quand même attaquer la cosmologie. Il me reste 5 minutes en principe. Je suis gravement en retard, j'en suis désolé. Ça, c'est le satellite Planck, parce que je travaille à l'Institut astrophysique de Paris, donc tant qu'à faire, je vous montre le satellite Planck, qui a fait une mesure à certaines longueurs d'onde du rayonnement qu'on appelle le rayonnement du fond diffus micro-ondes. Bon, il mesure les choses. Alors ça, c'est un petit film qu'on trouve sur le site de Planck. Ça vous montre comment il a fait la mesure et comment, à partir de là, il établit cette carte. Vous avez peut-être vu ces cartes du rayonnement. Donc là, au milieu, ce qu'on voit ici, c'est en très très brillant, c'est essentiellement la galaxie. Et puis tout le reste, vous voyez, donc là, c'est de notre galaxie. Nous, on est à l'intérieur. En gros, ce qu'ils essayent de faire, c'est, voilà, on imagine que tout ce qu'on voit sur la sphère céleste, on le ramène tout à l'intérieur, on le pose sur cette sphère-là, et quand ensuite on ouvre, ça donne l'image que le satellite voit. Vous voyez ? Et alors, allez, ouvre-toi maintenant, voilà. Donc ça, c'est, comme je vous le disais, la galaxie vue par la tranche, avec tous les autres points qui sont les autres galaxies et tout ce qu'on peut voir. Et puis quand on nettoie, voilà, on commence par voir ça, et puis quand on regarde un petit peu plus près, on voit un truc dipolaire, la galaxie qui apparaît, et puis à la fin, on fabrique une autre image qui est
Voilà, on nettoie, comme je vous ai dit, on nettoie l'image. Et on obtient une image résultante qui est ce qu'on appelle le fond diffus micro-ondes. Le fond diffus micro-ondes, c'est du rayonnement électromagnétique qui est en fait en gros exactement un bain thermique, là encore, une distribution de photons qui nous montre que l'univers, en fait, c'est une sorte de four à 2 degrés Kelvin. 2 degrés Kelvin, ça fait moins 271 degrés Celsius. Donc c'est pas très chaud, le terme de four est à la limite de l'inadéquate pour ça, mais enfin bon, voilà ce qu'on... c'est pas exactement ça, il y a des toutes petites fluctuations. Je vais devoir accélérer grandement le mouvement, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire, je vais quand même résumer la cosmologie en 3 minutes. Vous m'interrompez, hein, sachant qu'on est déjà en retard, je pense, pour le final. Donc, résumer la cosmologie. Voilà la carte du ciel, comme je vous l'ai montré. La première carte, avant qu'on rentre dans les détails, c'est essentiellement ça. Donc, on voit rien du tout. On voit que c'est quelque chose qui est isotrope. Isotrope, ça veut simplement dire, je regarde dans n'importe quelle direction, je vois la même chose. Donc, l'univers est isotrope. Alors, je vais vous passer sur le fait qu'il est aussi homogène. Voilà, je vais y arriver. Homogène, ça veut aussi dire que dans quelque direction que je regarde, où que je sois, je vois aussi la même chose. Mais au final, je vais reprendre une petite ligne d'argumentaire rapide. J'ai un univers qui est isotrope et homogène. Je sais que ça a l'air d'être la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et je pense aussi qu'il est régi par la relativité générale. Donc isotrope plus homogène plus régi par la relativité générale, ça implique l'expansion de l'univers. Ça implique que l'univers est en expansion. D'accord ? Alors juste pour vous résumer quand même ce que c'est que l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, ça veut juste dire, alors vous avez souvent, vous voyez dans des livres, il y a une histoire de ballons qui gonflent ou des choses comme ça, vous oubliez tout ça. L'expansion de l'univers, c'est vous prenez des objets répartis à une certaine distance sur une grille dans l'univers, à un certain moment, et quand vous les regardez un moment plus tard, ils sont juste plus loin, tous les uns les autres de la même... ils se sont dilatés, ça s'est tout dilaté pareil de la même manière. Ce qui veut dire, quand vous regardez explicitement, que si vous mesurez la flèche qui va de là à là, ou la flèche qui va de là à là, celle-là est 2 fois plus grande que celle-là. Ce qui veut dire que la vitesse à laquelle vous voyez les objets, plus les objets sont loin, plus leur vitesse apparaît grande. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça se vérifie, hein, voilà, Hubble en 1929 ose produire un truc comme ça en disant qu'il a vérifié la loi en question. Franchement, c'est gonflé. Heureusement, rassurez-vous, je vais pas rentrer. Rassurez-vous, maintenant, on fait un petit peu mieux que ça. Donc oui, effectivement, c'est une loi linéaire, ça marche bien. Mais surtout, pour en finir avec ça, voilà, donc on a une distance qui augmente avec le temps. Partout, on regarde les étoiles, les galaxies, enfin pas les étoiles, les galaxies, on les voit qui toutes s'éloignent de nous. Ça veut dire que l'univers est en expansion. Donc comme là encore, il disait dans le documentaire, si l'univers est en expansion, mettons que je suis ici, et je remarche en marche arrière. Si l'univers est en expansion, évidemment, la taille est de plus en plus petite dans le passé. On est d'accord ? La taille étant de plus en plus petite dans le passé, donc je peux mesurer la distance au cours du temps des objets. D'accord ? Donc moi, je suis là, et je vois que c'est en expansion. Donc dans le futur, soit il va se passer, vous voyez, un crunch comme ça, soit les choses vont s'amplifier. Et comme je vous parlais tout à l'heure, ça implique que l'espace en soi est à courbure positive, négative ou nulle. Comme j'ai dit, exactement de la même manière que pour la surface d'une sphère, sauf que là, c'est un espace en 3 dimensions. Donc je ne sais pas dessiner un truc en 3 dimensions, mais vous pouvez imaginer... Non, vous pouvez peut-être pas imaginer, mais enfin, si on peut imaginer le truc place en courbure, c'est juste le truc cartésien standard, sans rien. Les autres, c'est juste une sorte de gelée variable où les coordonnées, pourtant sur des lignes droites, n'auraient pas exactement toujours la même distance. Je vous demande même pas d'essayer, j'y arrive pas moi-même, donc ce serait un peu gonflé de ma part. Mais en tout cas, voilà, il y a ces 3 possibilités. On a mesuré, de toute façon, c'est pas très important, dans la mesure où ce qu'on a mesuré, c'est que c'est essentiellement plat. Ce qui est d'ailleurs un autre problème, mais ça serait potentiellement l'objet d'une autre conférence. Mais le point crucial ici, c'est que vous voyez, ça je vous parle du futur, je vais montrer les courbes du futur là, mais je peux revenir en arrière. Et si je reviens en arrière, vous voyez ici, que ce soit ici, là ou là, quelle que soit la manière dont ça va évoluer dans le futur, ça vient toujours d'un même endroit. Cet endroit, c'est un moment où toutes les particules, tous les objets, toutes les galaxies, tout ce qu'il y a dans l'univers actuellement est réduit en un seul point. Ça s'appelle une singularité.
C'est exactement la même chose que ce qu'on avait dans une étoile. C'est encore une fois ce qu'il disait dans le truc. L'univers en soi, c'est le contraire d'une étoile qui s'écroule sur elle-même. Alors c'est un peu plus subtil que ça, dans la mesure où une étoile qui s'écroule sur elle-même, elle forme une singularité, et cette singularité, elle reste là, tout le temps. Comme elle se propage dans le temps, ça s'appelle une singularité de genre-temps. Là, la singularité qui est ici, elle était là à un moment donné, puis elle a disparu, puisque l'univers a explosé, puisque ça c'est le Big Bang, en gros. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une singularité de genre-espace. Bon, mais ça, c'est juste un détail. Mais par contre, ça ne change pas véritablement grand-chose à la problématique de tout le reste qu'on a dit. Parce que comme l'univers est en expansion ici, il existe aussi une certaine distance caractéristique, qui est l'échelle d'expansion. Quel est le temps caractéristique, en combien de temps il double de taille, par exemple. Ça vous donne un temps caractéristique. Et ce temps caractéristique, à chaque instant, il vous donne une distance. Multiplié par la vitesse de la lumière, en gros. Quoi, hein. Mais cette distance, c'est quoi? En fait, c'est un horizon. C'est un horizon de la même manière que vous aviez un horizon pour les trous noirs. Mais maintenant, bon, là, évidemment, maintenant, c'est simple. Il n'y a plus qu'à refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec le rayonnement de Hawking. Puisqu'on a un horizon, ben on a du rayonnement de Hawking pour cet horizon. Un type rayonnement de Hawking pour cet horizon. Quoi. Et en fait, ce type de rayonnement de Hawking pour cet horizon, c'est ce qu'on appelle les fluctuations quantiques du vide en cosmologie. Et alors là, je suis complètement dans les choux au niveau du temps. Donc, juste, je vais vous montrer le résultat de... Là, vous voyez, j'avais vraiment prévu large. Voilà, donc ça, en gros, c'est du rayonnement de Hawking lié à l'univers. C'est exactement la même chose, y compris les petites fluctuations. Toutes ces petites fluctuations sont celles qui donnent lieu à la formation des grandes structures dans l'univers. Donc si on est là, c'est à cause de ces petites fluctuations. Et ce sont des fluctuations du vide, comme je l'ai rappelé au départ. Et juste, donc je ne vous montre pas ces magnifiques simulations qui venaient de mes collègues. Là, je vous montre juste au moins un résultat. Quand j'analyse cette image-là, voilà, ça, ce que vous voyez ici, la courbe rouge, là, c'est la prédiction théorique si je dis qu'effectivement, c'est les fluctuations du vide, que l'univers entier vient de fluctuations quantiques du vide. Et ça, c'est les points observationnels. Donc je vais m'arrêter là si vous avez d'autres questions, parce que sinon, je peux encore y passer 2 heures, si vous voulez. On a eu pas mal de questions d'experts. Peut-être que d'autres élèves aimeraient poser des questions aussi. Je suis sûre qu'il y en a dans les têtes. Oui, je vous ai vu, mais bon, est-ce qu'il y en a d'autres par hasard? Des questions simples que vous posez. Bon, d'accord, allez-y. Absolument. Oui. Ça, c'est normal. Moi non plus, pour être honnête. Donc, alors que l'anéantissement des lois, ça, c'est vraiment la relativité générale prédit sa propre perte, en gros. C'est-à-dire qu'elle prédit l'existence de ces singularités. Et en fait, ces singularités, si on appelle ça des singularités, c'est pas des objets qui sont bien définis. Ils sont définis exclusivement par le fait que les objets typiques, ce qu'on appelle la courbure, les objets géométriques qui les caractérisent, deviennent infinis. Donc pour l'univers, ça veut dire que la densité de matière, vous voyez, si vous prenez, je ne sais pas, l'eau qui est à 1 kg par centimètre cube, ou je ne sais pas, non, kilo par litre, on va dire, on va laisser vous oublier les unités, vous montez ça à l'infini. Alors les très hautes densités, ça c'est des choses qu'on puisse définir, mais il y a un moment où, en relativité générale, quand je vous ai dit que, par exemple, là, la distance devenait exactement 0, mais ça devient exactement 0. Et donc la relativité générale prédit sa propre perte, elle prédit l'existence de singularités. Et alors, mais la relativité générale est une théorie classique. Et ce qu'a fait Stephen en particulier, c'était d'imaginer de rendre la chose quantique.
Et il a fait ce qu'on appelle de la cosmologie quantique, dans laquelle, en fait, il change, il passe du temps réel au temps imaginaire. Alors ça, c'est des trucs purement techniques, mais ça n'a pas de sens en soi, en dehors pour les mathématiciens peut-être, mais et ça vous permet de transformer ce point comme ça, où on voit toutes les trajectoires qui sont originaires d'un seul et unique point, en fait de l'élargir et de l'arrondir. Mais le problème, c'est que je ne sais pas trop comment vous expliquer, comment vous définir ce que c'est que ça. Il change les conditions initiales de l'univers pour dire on commence par quelque chose qui est propre. C'est un peu comme de dire que le temps est devenu maintenant le pôle d'une sphère. Vous voyez, si vous partez d'un temps linéaire comme ça, ben, il y a un moment où il y a un point zéro. Mais quand vous êtes sur une structure qui est fermée, qui est sphérique, il n'y a pas de point zéro, il n'y a pas d'origine sur la sphère. C'est le pôle Nord, c'est le pôle Nord, mais si je vais à côté, je suis encore sur la sphère, et le pôle Nord n'est pas singulier. C'est une singularité, ce qu'on appelle en fait une singularité de coordonnées, parce que j'ai défini un système de coordonnées qui est basé sur le pôle Nord. Mais en réalité, si je base un système de coordonnées ailleurs, ben, le pôle Nord ne sera juste qu'un point ordinaire. Vous voyez ? Et là, et c'est ça que fait Stephen Hawking. Il dit, on remplace ce point par une sphère, et sur cette sphère, à ce moment-là, il n'y a plus de singularité. Mais c'est complètement hypothétique. Hein. Et en fait, c'est toujours pareil en mécanique quantique. On fait ce genre de calcul, on a une sorte on n'a pas une manière de comprendre, on a une manière de décrire mathématiquement. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'en déduire les conséquences, les conséquences, par exemple, en astrophysique ou en cosmologie ou dans n'importe quelle autre situation. C'est la seule chose qu'on soit en mesure de faire, malheureusement. Merci. Alors, allez-y, du coup. Comment on calcule la vitesse d'expansion de l'univers? On la mesure. On la mesure, on regarde. Alors, on la mesure pas de façon simple en regardant les étoiles, enfin les galaxies, et puis on regarde un jour et on regarde 3 jours après où elles sont. Ça, on voit rien. Hein. On essaye de le faire. Peut-être que dans une cinquantaine d'années, on pourra faire des choses comme ça. C'est pas ça qu'on fait. On la mesure par de type effet Doppler. L'effet Doppler, vous connaissez tous, c'est quand une voiture passe à côté de vous en klaxonnant, le son monte et puis descend. Il monte quand ça s'approche et puis il descend quand elle s'éloigne. Les galaxies, elles s'éloignent toutes. Et elles ont une sorte d'effet Doppler, enfin pas une sorte, un effet Doppler électromagnétique de la lumière. Donc en fait, ce qu'on mesure, c'est que toutes les galaxies n'ont pas leurs fréquences sont décalées un peu vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge en cosmologie. Et on voit, ça se mesure très bien. C'est très facile de regarder hein, les rayonnements des différents atomes qui constituent une galaxie et de voir que plus la galaxie est loin, plus le rayonnement est décalé vers le rouge et donc plus la galaxie s'éloigne vite. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on mesure les vitesses d'éloignement des galaxies. Et donc le taux d'expansion. Non, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer parce que les fluctuations au départ, ce sont les fluctuations du vide. Puisque c'est du vide, c'est du rien du tout. On est d'accord? Par contre, quand je vois mon trou noir qui est là, j'ai eu ma fluctuation du vide, et là maintenant j'ai une particule qui est ici. Donc la masse du trou noir était là. J'avais un trou noir d'une certaine masse, et maintenant j'ai un trou noir, et ici j'ai une particule qui a aussi une certaine masse. Donc ça veut dire que la masse de l'objet résultant ici, c'est la masse initiale moins la masse de la particule qui est partie là. Et si je le fais un certain nombre de fois, c'est ce qui se passe, c'est de l'évaporation. Littéralement de l'évaporation, des particules qui s'en vont, et ça réduit la masse du trou noir comme ça. C'est pas que la masse de la particule qui est rentrée à l'intérieur soit négative, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que la masse, au contraire, est conservée et elle est toujours positive. Donc si vous voyez une particule loin du trou noir qui vient du trou noir, ça veut dire que le trou noir a perdu de la masse par ce procédé. Mais il n'a pas gagné de masse négative. Bon, vous y réfléchirez. Oui. Ah, il y avait aussi une autre question. Allez-y, puis ensuite. Oui.
Alors le trou noir, quand il s'évapore, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'il y a à la fin quand il a fini de s'évaporer? Il y a des conjectures là-dessus, de Penrose notamment, qui a stipulé qu'il doit toujours y avoir un horizon autour de la singularité. On ne peut pas fabriquer une singularité, ce qu'on appelle une singularité nue. C'est pas possible. Mais il n'a pas dit ce qu'on aurait à la place, donc c'est pas très clair. On ne sait pas. Quant au Big Crunch, c'est aussi une singularité dans l'autre sens d'effondrement de l'univers. Stephen Hawking disait dans le reportage en 1991 qu'il pensait qu'il y aurait effectivement un Big Crunch. À l'heure actuelle, ce n'est pas l'option favorisée parce qu'on pense au contraire qu'il y aura une expansion éternelle à cause d'un truc qui s'appelle la constante cosmologique, mais c'est pareil, je ne vais pas en parler non plus. En quoi l'univers est homogène? Alors en fait, ça c'est le principe cosmologique qui stipule que partout où vous regardez, dans toutes les directions où vous regardez, vous voyez la même chose. Et partout où vous êtes, vous verriez la même chose partout, en allant partout. Ça, c'est l'homogénéité. L'homogénéité, c'est... Oui, vous pouvez être homogène, mais pas isotrope. C'est-à-dire, vous pouvez être, si vous regardez un cristal, une structure cristalline comme ça, ou un échafaudage infini, ça peut être parfaitement homogène. Pas du tout isotrope, mais parfaitement homogène. C'est-à-dire que, où que vous soyez sur un des axes de votre échafaudage, quand vous regardez autour de vous, vous avez la même image, qui est un échafaudage. Alors que, ici, pour l'univers, on pense que c'est la même chose. Où qu'on soit, partout où on regarde, on verrait la même chose en allant ailleurs. Alors, on ne peut pas le faire explicitement, mais on a des moyens de mesurer, de regarder la distribution des galaxies dans l'univers sur des très grandes distances. Il y a maintenant des mesures de millions et de millions de galaxies. Et on essaye de les répartir dans un espace à 3 dimensions, comme j'ai dit, puisqu'on peut mesurer leur distance grâce à l'éloignement et la vitesse d'éloignement. Et à ce moment-là, on arrive à reconstituer la structure globale de l'univers. Et là, on voit que c'est effectivement à peu de choses près homogène. C'est assez contre-intuitif quand même. C'est très contre-intuitif, oui. Tout est contre-intuitif, je suis désolé. Bon, peut-être qu'on prend une dernière petite question, éventuellement de quelqu'un d'autre. Voilà, merci. Je craignais bien ce genre de questions. Alors, le temps est ralenti quand on rentre dans un trou noir parce que, alors c'est un effet du fait que le temps soit relatif. Le temps pour quelqu'un, et en fait c'est lié au fait que la vitesse de la lumière est constante. Ça n'a pas l'air comme ça, mais la vitesse de la lumière est la même de quelque façon que vous la mesuriez, où que vous soyez. Donc c'est-à-dire si je prends mon pointeur laser et je mesure la vitesse de la lumière, j'ai trouvé 300 000 km par seconde. Mais si vous, en même temps, vous passez dans une fusée à 200 000 km par seconde, et que vous mesurez la vitesse de la lumière émise par mon laser, vous mesurerez toujours 300 000 km par seconde. Donc ça, c'est la constance de la vitesse de la lumière. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, comment vous définissez que deux intervalles de temps sont simultanés, que deux événements sont simultanés? Vous savez pas si... En fait, vous savez très bien comment on mesure. Comment on sait que quelque chose se passe en même temps qu'autre chose? C'est parce qu'on le voit en même temps. Mais évidemment, comme la vitesse de la lumière est très grande pour nous, ça ne fait pas vraiment de différence. Mais si il y a quelqu'un ici et quelqu'un là, il se passe un événement, vous allez dire qu'il a lieu en même temps parce que, comment vous faites par exemple, au moment où a lieu l'événement ici et au moment où a lieu l'événement là, chacun envoie un rayon lumineux. Et si ça arrive, si les rayons lumineux se croisent au milieu, c'est que les événements ont eu lieu en même temps. D'accord? Sauf que si moi je passe en fusée à 200 000 km par seconde au moment où vous faites ça, la vitesse de la lumière par là, elle va dans le même sens, et par là, elle va dans le même sens, mais moi, je bouge. Donc, pour vous, ici, les deux événements sont simultanés, mais pour le gars qui est dans la fusée, ils ne sont pas simultanés. Ils n'ont pas eu lieu en même temps. Et c'est ça qui vous dit que le temps s'écoule de façon différente d'un endroit à l'autre, dépendant de la vitesse à laquelle que vous avez, vous ne mesurez pas, vous avez, vous, votre temps interne qui est toujours le même, mais ce n'est pas la même chose pour les autres. Et c'est comme ça que quand on est autour d'un trou noir, parce que la gravitation induit des effets de géométrie, et la géométrie, la vitesse d'éloignement, des choses comme ça, tout ça c'est de la géométrie aussi. Donc la gravitation induit des changements de temps. Pas pour vous, votre temps à vous que vous mesurez, vous avez toujours l'impression de vivre exactement la même chose. Mais pour les gens qui sont plus loin, ils vous voient vieillir différemment. Ou ils vous voient plus vieillir quand vous arrivez près d'un trou noir.
On va peut-être conclure. Alors, j'aimerais rebondir du coup sur la géométrie, puisque tu nous as expliqué un petit peu les questions de courbure positive, négative ou nulle. Et actuellement, il y a une exposition conçue par l'Institut Henri Poincaré et qui se passe au Musée des Arts et Métiers, dans laquelle on vous explique ce qui se passe sous la surface, les mathématiques qui sont sous les surfaces, et notamment la notion de courbure est bien expliquée. Vous y trouvez aussi, ça évoque un autre passage de ton exposé, la projection de solides qui ont des images différentes selon la direction dans lesquelles on les regarde. Tu nous as montré le cylindre avec le rectangle et le rond, et vous avez des choses comme ça aussi sur les questions d'éclairage des surfaces. Donc c'est une exposition très intéressante que je vous invite à aller voir. Elle est située au cœur de... Voilà, Marion Liévig-Daou vous montre le flyer. Elle est située dans l'exposition permanente du Musée des Arts et Métiers. Moi, je crois qu'il est temps de remercier Patrick pour cet exposé passionnant. Et puis vous, pour être venu cet après-midi apprendre de la physique et des mathématiques et voir, voilà, oui, dans vos vacances en plus. Donc bravo. Merci à vous.